On a la chance d'avoir donc Jason Picard qui habite au Québec, qui a travaillé pour le tourisme autochtone du Québec, parce qu'on a commencé à travailler ensemble il y a déjà quelques années dans ce cadre-là, et qui, depuis cette année, travaille maintenant pour le pays, puisqu'il travaille pour le tourisme autochtone du Canada. Donc, c'est le spécialiste de ce sujet. Et donc, je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'il vous fasse une présentation de ce qu'est le tourisme autochtone du Canada. Et je reprendrai la parole à la fin de cette petite conférence. Voilà, Jason, je te passe comme animateur principal. Voilà, nommé animateur. Normalement, voilà. C'est bon. Donc, premier mot à apprendre ce soir, en fait, pour dire bonjour dans notre langue, on dit « kwe ». Donc, kwe à tous. Merci. Merci Tiawank. Donc, Tiawank à Jean-Marie pour cette invitation. Je suis bien content d'être avec vous, du moins virtuellement, pour vous présenter ce qu'est le tourisme autochtone. Comme Jean-Marie l'a expliqué, je travaille pour une association qui s'appelle l'ATAC, donc l'Association du tourisme autochtone du Canada. On est une association donc, qui couvre l'ensemble du pays, qui représente plus de 634 communautés autochtones reconnues au Canada. Donc, je pense que pour commencer, en préambule, avant même de vous présenter les expériences que nous avons à offrir à travers le pays, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi être un Autochtone au Canada en 2020. Comme j'expliquais, nous sommes 634 communautés reconnues à travers le Canada. Nous représentons plus ou moins 1,4 million de personnes à travers le pays. Donc, qui se décrit en trois types. Lorsqu'on parle des Autochtones, c'est un terme général qui représente à la fois les Premières Nations. Au sens de la loi, on va dire un Indien, bon, ça reste un terme péjoratif dans notre cas. Donc, à l'exception du sens de la loi, on utilise plutôt le terme Première Nation, donc qui représente, je dirais, l'ensemble des communautés du sud du pays. Ensuite, il y a les Métis, donc qui sont nés d'un mélange, en fait, là, entre les colons européens, principalement français et écossais, et les Premières Nations, donc qui ont été reconnus comme peuple distinct à un moment dans notre histoire. Et évidemment, les Inuits, donc les Inuits qui représentent là, les peuples des territoires du Grand Nord. Donc, souvent, on va simplifier le tourisme autochtone en disant les Autochtones, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous nos cultures, nos croyances, nos coutumes, nos visions du monde. Celles-ci étaient très influencées, je dirais, par l'endroit où nous étions sur le territoire. Donc, comme moi, je suis issu de la nation Huron-Wendat. Donc, ma nation a toujours vécu dans la région des Grands Lacs et le long du fleuve Saint-Laurent, donc dans l'est du pays. Nos visions et nos croyances sont très associées aux animaux de ce secteur. Et si je me compare, par exemple, aux Salish du littoral qui sont situés dans la région de Vancouver, donc sur la côte Pacifique, eh bien, nous avons une vision du monde et des croyances qui sont complètement opposées. C'est ce qui fait notre unicité, je dirais. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la découverte des expériences touristiques autochtones, c'est que bien que vous en ayez fait une pendant votre séjour, forcément, si vous vous déplacez, si vous visitez une autre communauté, vous allez apprendre une culture qui est complètement différente de celle que vous avez découverte. Donc, c'est ce qui est intéressant, je pense, à retenir. Maintenant, notre mission, à titre d'association, nous avons à fournir un leadership dans le développement, le marketing des expériences touristiques authentiques via des partenaires innovateurs. Et puis là, comme partenaire innovateur, je pense que l'agence Imagine Canada avec Jean-Marie et Joël ont bien innové ce soir, en fait, là, en nous invitant à ce premier webinaire. Ensuite, notre vision, en fait,
ce qui est important pour l'industrie du tourisme autochtone, c'est une économie touristique autochtone prospère, partageant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes. Donc, cette vision-là, en fait, il faut savoir que le statut social économique des Autochtones au Canada est bien inférieur à celle de la moyenne canadienne. Donc, vos dollars touristiques, évidemment, sont les bienvenus, en fait, au sein des communautés autochtones. Elle fournit de l'emploi à plus de 40 000 Autochtones au Canada. Nous avons une industrie là, qui représente grosso modo 1,9 milliard en retombées touristiques à travers le pays. Et ce que nous mettons de l'avant, ce sont des expériences authentiques. Et le terme authentique est extrêmement important. Je pense qu'à travers l'histoire, il y a eu beaucoup d'idées préconçues sur les Premières Nations, souvent véhiculées par les vidéos hollywoodiens. Donc, c'est ce qui est intéressant de venir nous découvrir, en fait, pendant votre séjour au Canada, c'est qu'on va déboulonner probablement le 3/4 des idées préconçues que vous vous êtes probablement fait en regardant des films américains. Donc, vous allez voir que la réalité des Premières Nations au Canada, elle est très diversifiée et elle est très différente de ce qu'on a pu découvrir dans Pocahontas avec Disney. Donc, à travers le pays, nous avons plus de 200 entreprises touristiques qu'on qualifie d'exportables. Donc, pour être une entreprise touristique exportable, évidemment, c'est qu'on comprend la clientèle internationale. On accueille cette clientèle internationale. Nous avons l'ensemble des permis, des assurances, des ententes avec nos fournisseurs. Donc, c'est ces 200 entreprises-là que nous mettons de l'avant sur notre site web tourismeautochtone.com que je vous invite d'ailleurs à visiter. Donc, je vais commencer en fait en vous présentant quelques entreprises qui, à mon sens, sont des coups de cœur. Je vais partir d'ouest en est. Donc, nous allons partir avec la province de la Colombie-Britannique pour se rendre finalement vers le Québec et les provinces maritimes. Donc, sans plus tarder, l'une des premières expériences dont j'aimerais présenter, c'est l'entreprise Takaya Tours. Donc, Takaya est située en fait au nord de Vancouver, à plus ou moins 30 minutes de voiture du centre-ville. Donc, c'est une expérience où on part en canot avec des membres de la nation Tsleil-Waututh. Donc, c'est des séjours qui peuvent durer entre 2 heures à 2 jours où on peut y vivre des expériences d'aventure, de culture et d'observation des animaux. Donc, en se promenant là c'est un bras de la mer, c'est un bras de l'océan Pacifique, en fait, où on fait les randonnées en canoë. Donc, il y a des chances de voir des phoques, de voir des épaulards. Évidemment, si on est très, très, très chanceux sur le bord de notre balade en canot, on peut y apercevoir des grizzlies. Mais bon, ça reste quand même assez rare qu'on les aperçoit. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'ils sont à proximité de Vancouver, seulement 30 minutes de voiture. Et on peut vraiment y découvrir l'histoire ce qu'on appelle les Salish du littoral. Ils sont plusieurs nations le long du Pacifique, donc qui partagent, je dirais, une culture assez similaire. Ensuite, une autre expérience qu'on peut découvrir lorsqu'on visite la Colombie-Britannique, c'est l'entreprise Seawolf Adventures. Donc, Seawolf, elle est située sur l'île de Vancouver, donc à ne pas se méprendre avec Vancouver. L'île de Vancouver est située plutôt un petit peu plus à l'ouest, en fait, là, donc c'est vraiment une île isolée dont la capitale est Victoria. Donc, Seawolf Adventures, c'est vraiment l'expérience, je dirais, ultime pour découvrir, pour faire l'observation de la faune. Donc, on part avec le guide Mike Wheely, qui est probablement le guide que je connais qui
qui est le plus connaissant sur l'histoire des Premières Nations sur l'île de Vancouver. Vraiment, il nous fait vibrer en nous parlant de ces histoires, par exemple, là, de pêche, de chasse, ce qu'on appelle les potlatches, donc qui est un peu, je dirais, le baptême pour passer de l'âge enfant à l'âge adulte chez les Premières Nations. Donc, il est vraiment très généreux, je dirais, de sa culture. Et on peut y vivre, en fait, là, une aventure dans la forêt pluviale, puisque dans cette région du Canada, c'est une forêt pluviale. On peut y découvrir, évidemment, les grizzlies et les épaulards. Donc, ils ont des visites en bateau qui varient là, de 4 à 10 heures, dépendamment. Donc, ensuite, on a aussi un hôtel dans cette région qui s'appelle le Qualilas Hotel, donc qui appartient là, à la nation des Kwakiut, donc qui est également sur l'île de Vancouver. Donc, c'est un hôtel de 85 chambres. Et ce qui est intéressant, là, évidemment, je n'ai qu'une seule photo, mais chacune des chambres est décorée avec des artistes de la région. Donc, avec de l'art là, de la côte Pacifique, de l'art autochtone qui est magnifique. Ils ont aussi, en fait, le Qualilas Hotel est plus que simplement un hôtel. C'est vraiment un petit, je dirais, resort culturel. Donc, en plus de ces journées, on peut réserver plusieurs forfaits sur place. Donc, ils ont des visites guidées sur la culture des Premières Nations. Ils ont également des séjours où on peut faire la cueillette des produits du terroir. Notamment, ils font la culture de l'huître. Donc, on peut partir avec les guides, aller ramasser des huîtres avec eux et puis revenir au restaurant et puis se faire cuisiner les huîtres par le chef du restaurant du Qualilas, ce qui est succulent. Bon, ça m'amène à parler de la gastronomie aussi autochtone sur place. Donc, pardonnez-moi, j'ai oublié de fermer mon téléphone cellulaire et il sonnait en même temps. Voilà, c'est réglé. Donc, pardonnez-moi. La gastronomie inspirée des Premières Nations, qui est vraiment très intéressante, surtout sur la côte ouest. Donc, on parle beaucoup de fruits de mer, saumon, huîtres, homard. Donc, qu'on peut y découvrir au Qualilas. Maintenant, si vous allez en Colombie-Britannique, évidemment, je pense qu'une visite sur la vallée de l'Okanagan s'impose. Donc, la vallée qui est située à l'est de Vancouver. Donc, deux villes dans la vallée là, qui sont bien connues, qui est Kamloops et Kelowna. Donc, la vallée est bien reconnue, en fait, pour ses vins. Donc oui, surprenamment, au Canada, nous avons d'excellents vins et ceux-ci proviennent en bonne partie, en fait, là, de la vallée de l'Okanagan. Donc, on peut y découvrir, en fait, c'est également une balade en canot avec l'entreprise Moccasin Trails. Mais là, on y découvre vraiment l'histoire des Premières Nations de la vallée. Et comme je vous explique, comme ils sont plus à l'est, ils sont plus loin du Pacifique, eh bien, leur histoire et leur culture est complètement différente des deux autres que je vous ai présentés. Là-bas, en fait, le chef guide, Frank Antoine, est un chanteur traditionnel. Donc, il fait des petites cérémonies avec des chants traditionnels et vous apprend la langue ancestrale. Donc, vous pouvez combiner aussi une balade en canoë avec un trek dans les plateaux, en fait, de la vallée de l'Okanagan. Donc, c'est vraiment un séjour là, qui est magnifique si vous passez par cette région. Maintenant, on va se déplacer beaucoup plus au nord. Maintenant, on a aussi une entreprise au Yukon. Donc, le Yukon qui est au nord de la Colombie-Britannique, où avec l'entreprise Who What Where Tours, ils sont situés à Whitehorse. Eux, ils offrent en fait des visites guidées de la région du Yukon. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'il y a plusieurs entreprises dans la région de Whitehorse, qui est la capitale du Yukon, qui offrent ces tours-là. Ce qui est intéressant avec cette entreprise, c'est qu'en plus de vous offrir, je dirais, tout ce qui est le côté aventure, trek en montagne, observation des grizzlies, observation de la flore aussi du Yukon qui est magnifique, on rajoute une touche de culture
parce que dans cette région, la nation Kluane est très, très présente. Donc, on vous explique aussi là, toute l'histoire des Kluane, du pré-contact avec les colons européens jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, les territoires du Nord-Ouest. Ça, évidemment, c'est à faire rêver. Le Grand Nord canadien, les territoires du Nord-Ouest sont très reconnus pour l'observation des aurores boréales. Donc, nous avons plusieurs entreprises autochtones qui offrent cette observation, cette chasse, je dirais, aux aurores boréales. Tout d'abord, nous avons l'entreprise Aurora Village, qui est située à Yellowknife, donc qui est la capitale du territoire du Nord-Ouest. Où ils offrent de l'hébergement, en fait, en tipi. Et ils ont de l'hébergement également un peu plus haut de gamme avec des toits en verre où on peut se coucher et faire l'observation des aurores boréales durant la nuit. Et combiné à ça, ils ont ce qu'ils ont développé, ce qu'on appelle un multi-activité. Donc, ils ont motoneige, randonnée pédestre, randonnée en raquette, je dirais plutôt l'hiver. Fait important à savoir, la période la plus intense pour l'observation des aurores boréales se déroule du mois de février jusqu'au mois d'avril. Donc, c'est des mois surtout dans ce Grand Nord canadien qui sont considérés comme hivernales. Donc, si vous voulez découvrir les aurores, habillez-vous chaudement. Également, on a une autre entreprise, en fait, là, qui est située également à Yellowknife, qui s'appelle North Star Adventures. Et eux, leur différence, ils offrent un peu d'hébergement, mais c'est surtout qu'ils ont une entente, en fait, avec l'ensemble du territoire du Nord-Ouest. Donc, ils font vraiment la chasse aux aurores boréales. Donc, eux, à chaque matin, ils vont consulter les images satellites. Et selon les tempêtes solaires sur le territoire, eh bien, ils vont se déplacer avec vous, que ce soit en voiture ou en motoneige, pour vraiment aller dans les secteurs où on sait que les aurores boréales seront les plus fortes. Finalement, dernière expérience que nous avons au territoire du Nord-Ouest, l'entreprise Tundra North Expedition, donc qui appartient à la communauté Inuit, donc qui est située dans la communauté de Inuvik. Inuvik, pour vous situer, c'est le grand Nord canadien, donc c'est vraiment à l'extrémité nord du Canada, dans les territoires du Nord-Ouest. Plus haut que ça, on est rendu en Russie. Donc, le Inuvik, en fait, l'entreprise avec Kailik Kassoun, leur travail, c'est d'être un peu des bergers, mais plutôt que d'avoir des moutons, c'est des bergers de caribous. Donc, ils ont des troupeaux de caribous à proximité du village. Et le travail de Kailik, c'est de se promener en motoneige et de s'assurer que les caribous restent à proximité du village. Comme ça, lorsque des Inuits ont faim durant l'hiver, ils peuvent se déplacer pas trop loin du village et aller chasser un caribou. Parce qu'il faut savoir là, que dans ces régions, la chasse et la pêche restent encore des activités de subsistance. Donc ça, c'est vraiment une expérience hors du commun. On peut séjourner là, des séjours de 3 à 7 jours avec Kailik, où on se promène en motoneige et on fait l'observation des caribous. C'est absolument incroyable. Maintenant, on se déplace un peu plus à l'est, donc dans la région de l'Alberta. Donc, si vous visitez l'ouest du Canada, probablement que les glaciers, en fait, dans la région de Jasper risquent de vous appeler. Donc, nous avons une entreprise là-bas qui s'appelle Métis Crossing, donc qui est une entreprise qui offre la découverte de la culture métisse. Donc, comme je vous expliquais, c'est une culture qui est reconnue ici au Canada, les Métis, et à proximité d'Edmonton. Donc, ils ont un centre, en fait, là, culturel où on peut faire des ateliers d'artisanat, faire des contes et légendes également sur place, et on peut faire de la randonnée, soit pédestre en été ou encore en raquette en hiver. Autre entreprise intéressante à découvrir lorsqu'on visite l'Alberta, c'est l'entreprise Mahican Trails. Donc, Mahican, en fait, est située à Canmore. Peut-être si vous regardez pour visiter l'ouest du pays, vous avez probablement déjà entendu parler de Banff. Donc, Banff et Canmore sont situés à environ là, 1 heure l'une de l'autre. Donc, Canmore est un petit peu plus à l'est de Banff. Donc, l'entreprise là-bas offre des demi-journées ou des journées entières pour faire la découverte des herbes médicinales en forêt.
et également faire des ateliers d'artisanat. Et ils ont une journée, celle-ci est extrêmement intéressante, de survie en forêt. Donc, on apprend vraiment comment les Premières Nations de cette région ont réussi à survivre dans les montagnes pendant autant d'années. Et on apprend comment faire, par exemple, un bivouac, comment traditionnellement ils allaient à la chasse, comment se nourrir finalement de cette mère, la terre. Et si on se déplace un peu plus à l'est, eh bien, on découvre la province de la Saskatchewan. Donc là, c'est les Grandes Plaines. C'est un petit peu plus le cliché, en fait, qui a été promu par les films américains. Donc, ce qu'on dit les Indiens des Grandes Plaines, les Premières Nations là-bas, donc des Plaines du Nord, offrent des séjours culturels où on fait de l'hébergement en tipi. Donc, à proximité de la ville de Saskatoon, on peut séjourner en tipi avec faire de l'art et de l'artisanat et des danses traditionnelles, ainsi que des visites guidées. Maintenant, le Manitoba, donc on se déplace encore un peu plus à l'est. Le Manitoba, pour le nord du Manitoba, c'est bien reconnu. Il y a la ville de Churchill. Donc, Churchill est reconnu comme la capitale des ours polaires. Donc, si vous voulez faire l'observation d'ours polaires, définitivement, Churchill est un endroit à garder en tête. Combiné à l'observation de l'ours polaire, il y a plusieurs entreprises qui l'offrent une fois rendu là-bas. Nous avons l'entreprise Wapusk Aventure. Donc, Wapusk, eux, offrent des séjours en chien de traîneau. Donc, on peut faire une journée d'observation d'ours polaires et ensuite partir une journée en chien de traîneau. C'est pour ça que je trouve que c'est... Ah oui, là, pour le coup... Donc, voilà. Je vais prendre une petite pause pour voir s'il y a des questions sur l'ouest du Canada avant de transférer vers l'est. Est-ce que la période dite de quatorzaine est toujours d'actualité? Donc, vous dites, ouais, donc M. Paul Guérin qui nous pose la question. Évidemment, on a les informations sur les règlements de voyages internationaux rentrent au compte-gouttes avec le gouvernement du Canada. On nous a avisé en fait que la fermeture des frontières se prolonge jusqu'au 21 juillet. Mais par la suite, là, je ne suis malheureusement pas en mesure de répondre là, à savoir s'il y en a d'autres qui s'ils vont prolonger cette période-là ou pas. Mais techniquement, ce qu'on entend là, de la part du gouvernement du Canada, c'est que c'est que la frontière devrait réouvrir d'ici cet automne. On le souhaite évidemment tous. Jason, est-ce que tu m'entends? Oui, je viens de voir, il y avait quelqu'un qui attendait. Je viens de l'accepter. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'ouest du pays? Non. Donc, on va se déplacer à l'est, donc avec l'Ontario. Probablement certains d'entre vous, si vous avez réservé des voyages au Québec, peut-être certains d'entre vous vont atterrir à Toronto plutôt que Montréal. Il y a des vols internationaux sur les deux aéroports. Donc, si vous visitez la région de Toronto, évidemment, l'Ontario peut être une belle région à découvrir avant de transférer vers le Québec. Donc, en Ontario, nous avons une entreprise, en fait, qui s'appelle Wikwemekong Tourism, qui appartient à la nation Anishinaabe, donc qui est située, en fait, au nord-ouest de Toronto, sur ce qu'on appelle les îles Manitoulin. Donc, ils offrent, en fait, des séjours culturels. Ces îles-là sont vraiment une micro-destination touristique en soi. Donc, il y a hôtel, camping, canoë sur le Grand Lac Huron, pêche de disponible. Il y a plusieurs petits artisans qui sont sur place, qui vendent leur artisanat. À quelques périodes dans l'année, il y a des spectacles de danse traditionnelle. Ils offrent des visites historiques également sur l'histoire des Anishinaabe dans cette région.
Et si vous partez de l'Ontario et vous vous dirigez vers l'ouest, donc qui est je dirais, un itinéraire un peu plus alternatif, mais quand même, si certains d'entre vous le considèrent, n'oubliez pas, on a une entreprise là-bas qui s'appelle Voyageurs Wilderness Program. Donc, cette entreprise offre des aventures écotouristiques donc dans la région de Thunder Bay. Donc, où on peut faire du canoë, de la pêche, du camping, des contes et légendes et de l'ornithologie. Donc, c'est une région qui est très, très boisée, peu peuplée. Donc, pour découvrir la grande nature, ça peut être une expérience intéressante à découvrir. Et maintenant, on se dirige vers le Québec. Probablement, je dirais, la destination de plusieurs d'entre vous. Par le fait francophone, évidemment, le Québec est très intéressant à découvrir pour les Français. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, c'est la province, en fait, c'est la deuxième province après la Colombie-Britannique où nous avons le plus d'expériences touristiques autochtones à découvrir. Donc, j'en ai choisi 3 à vous présenter, mais Jean-Marie en connaît plusieurs. Je vous invite à le solliciter si vous voulez en découvrir plus sur les expériences touristiques autochtones du Québec. Mais sans plus tarder, je parlerai en fait de la région de Wendake. Donc, Wendake est située à proximité de Québec, donc de la ville de Québec. Je dirais la majorité des itinéraires au Québec font un arrêt dans le Vieux-Québec. C'est un must. Donc, Wendake est situé seulement à 15 minutes au nord-ouest du centre-ville de Québec. Ils offrent plusieurs activités sur place. Je dirais, s'il y a vraiment un endroit que vous devez retenir pendant votre séjour au Québec, c'est Wendake. Sur place, ils ont un musée, ils ont un site traditionnel, donc où on peut découvrir l'histoire et la culture Huron-Wendat, mais de façon plus imagée, puisqu'ils ont reconstitué la vie des Wendat avant l'arrivée des Européens. Ensuite, ils ont un powwow, donc un powwow international. Si vous ne savez pas c'est quoi un powwow, c'est vraiment le gros festival auquel les Premières Nations vont participer durant l'été. Donc, c'est vraiment un spectacle ou plutôt des compétitions de danse et de chant traditionnels. Celui de Wendake je le mentionne parce que c'est le plus gros, donc c'est le plus imposant dans l'Est du Canada. Il prend place, en fait, le dernier week-end de juin. Donc, si vous considérez le dernier week-end de juin l'an prochain comme destination, si vous avez le Québec comme destination pendant le dernier week-end de juin, je vous le suggère fortement. Le powwow de Wendake est quelque chose à découvrir. Vraiment, tous les danseurs traditionnels mettent leur régalia, donc leur habit traditionnel, et compétitionnent sur place. Donc, il y a également de l'hébergement. Ils ont un hôtel qui est magnifique. Donc, c'est l'hôtel Musée Première Nation. C'est un hôtel de 55 chambres qui fait face à la rivière Saint-Charles. Donc, si on veut, par exemple, découvrir le Vieux-Québec, mais pas nécessairement dormir dans le brouhaha du centre-ville, l'hôtel Musée Première Nation peut devenir une alternative intéressante parce qu'ils sont situés vraiment en forêt, mais également à 15 minutes du centre-ville de Québec. Donc, vous pouvez combiner culture Wendat et découverte de la vieille ville. Maintenant, là, c'est l'aventure ultime, je dirais, l'aventure Grand Nord, les parcs Nunavik. Donc, qui est situé dans la région du Nunavik. Donc, le Nunavik, pour vous donner une idée, c'est un territoire qui est grand comme la France, où il y a uniquement 15 000 habitants. Donc, vous comprenez que la nature est reine dans la région du Nunavik. Donc, ils offrent des visites, en fait, là, pour découvrir les bœufs musqués, les caribous, les ours polaires, les morses, les baleines. On y découvre la culture inuite. Donc, c'est des expéditions Grand Nord dans des parcs nationaux qui sont, ma foi, ils ont un parc national qui est plus grand que la Belgique, donc à lui seul. C'est immense, en fait, le territoire du Nunavik, mais c'est une destination en soi. Donc, si on considère le Grand Nord québécois, je dirais que c'est un voyage en soi. Il ne faut pas penser pouvoir combiner Montréal, Québec
et le Grand Nord, ça devient un petit peu compliqué parce que la seule façon de se rendre dans la région du Nunavik, c'est par avion. Donc, c'est un vol qui part de Montréal et qui se rend à Kuujjuaq, donc qui est la capitale du Nunavik avec ses 3500 habitants. Et ensuite, il y a 14 petits villages le long de la mer, de l'océan Arctique, donc où on peut s'y rendre uniquement par avion. Maintenant, un autre endroit en fait à découvrir, c'est la nation Innu, donc à Esipit. Esipit est situé à 23 km à l'est de Tadoussac. Donc, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de Tadoussac. Tadoussac est considéré comme la Mecque pour découvrir les baleines. Donc, il y a, là, Nathalie pourra me corriger si je me trompe, mais 13 types de baleines différents qui convergent dans l'embouchure du Saint-Laurent pendant l'été. Donc, les chances d'observation de baleines sont très, très élevées. Ce qui est intéressant avec la nation Innu d'Esipit, c'est comme ils sont situés un petit peu plus à l'écart de la ville de Tadoussac, eh bien, vous risquez d'avoir des séjours, je dirais, ou des visites un peu plus intimes que directement dans le centre-ville de Tadoussac. Ils ont tout d'abord l'option de croisière aux baleines en Zodiac. Donc, ils possèdent là, plusieurs Zodiacs et ils ont 4 départs par jour où on peut partir sur un Zodiac qui peut accueillir entre 13 et 35 personnes. Et pour ceux qui veulent aussi découvrir le Saint-Laurent de façon un peu plus calme, je dirais le kayak de mer avec l'entreprise Mer et Monde Aventure est vraiment l'expérience ultime. Évidemment, en kayak, on sera un peu moins loin qu'en Zodiac, donc les chances d'observation de baleines sont plus basses. Mais si vous avez la chance d'observer des baleines autour de vous en kayak de mer, je peux vous assurer que c'est absolument magique. Également, dans la communauté d'Esipit, ils ont un endroit pour faire l'observation de l'ours noir et ils ont plusieurs types d'hébergements à votre disposition. Donc, ils ont un hôtel-condo situé vraiment aux abords du golfe du Saint-Laurent, où à partir de la terrasse en fait, de votre chambre d'hôtel, vous pouvez observer les baleines. Ils ont également plusieurs campings. Donc, sur place, vous pensez faire la location de camping-car. Ils ont plusieurs terrains qui peuvent vous accueillir sur place. Et ils ont des pourvoiries. Donc, une pourvoirie, en fait, c'est quoi au Québec? Une pourvoirie, c'est un lieu où on fait notamment de la chasse et de la pêche. Mais dans le cas d'Esipit, ils ont une des pourvoiries qu'ils ferment pour la chasse et la pêche pendant la période estivale pour uniquement louer aux visiteurs. Donc, vous pouvez louer un chalet en pleine forêt, vraiment isolé, si vous voulez vivre là, la grande nature québécoise. Un séjour là, en pourvoirie peut être quelque chose de très intéressant à découvrir. Donc ensuite, si pendant votre itinéraire vers le Québec, vous pensez découvrir aussi les provinces maritimes, nous avons quelques expériences aussi sur place qui sont offertes, notamment avec les peuples Micmac. Donc les Micmacs est un peuple là, extrêmement important dans l'est du pays, donc qui partait là, de la région de la Gaspésie et faisait tout le Nouveau-Brunswick, une partie de l'île du Prince-Édouard et une partie de la Nouvelle-Écosse. Donc, c'est une nation qui vivait beaucoup de la pêche, donc notamment de la pêche au saumon. Et d'ailleurs, avec l'entreprise Metapenaga Heritage Park, vous pouvez séjourner en fait dans ce qu'on appelle un Salmon Lodge, donc une pourvoirie à saumon. Et on séjourne vraiment à côté d'une rivière à saumon. On y découvre la culture Micmac. Ils ont des randonnées pédestres. Et pour ceux qui veulent l'hébergement un peu plus rustique, il y a également possibilité de faire des séjours en tipi. Finalement, si vous vous rendez jusqu'à l'île du Prince-Édouard, eh bien, nous avons également un centre culturel Micmac qui raconte toute l'histoire, en fait, des Micmacs de l'île du Prince-Édouard. Donc, sur place, vous avez des ateliers d'artisanat
Il y a des expositions d'artistes aussi sur place. Donc, ça peut être un petit arrêt intéressant pendant votre visite de l'île du Prince-Édouard. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur l'Est du Canada? Oh, on me demande, en fait, est-ce que les aurores boréales sont garanties de Paul Guérin? Malheureusement, non, parce qu'on ne peut pas garantir si le ciel ne sera pas couvert. Évidemment, lorsqu'on vous parle des saisons où les aurores boréales sont les plus fortes, je dirais que normalement, il y a des aurores pratiquement à tous les soirs dans les territoires du Nord-Ouest. Si on prend la période du mois de février, mars et avril. Ceci dit, si vous arrivez et vous avez un couvert nuageux pendant plusieurs jours, bien, malheureusement, on ne peut pas garantir. Mais dans la majorité des cas, je dirais les chances d'observation d'aurore sont quand même très fortes là, si vous sélectionnez ces dates-là. Maintenant, quelle est la période propice pour l'observation des baleines? Je dirais que ça commence en ce moment. Donc, l'observation des baleines se déroule du début juin, mais la période la plus forte est vraiment, je dirais, de la mi-juillet jusqu'à la mi-août. Et Nathalie, je sais que tu es en ligne, tu pourras me corriger si je me trompe, mais la période propice et la période la plus forte pour l'observation des baleines, c'est mi-juillet à la fin. Voilà, c'est ce qui résume les offres touristiques autochtones du Canada. Évidemment, comme je vous dis, il y en a beaucoup plus que ça. Je vous invite à consulter Jean-Marie. Jean-Marie en a déjà visité et fait quelques-unes, notamment au Québec, mais aussi ailleurs au Canada. Et sinon, ben, on est toujours en bon contact, Jean-Marie et moi. Donc, s'il n'est pas certain non plus de l'expérience dans une province, dans une autre province que le Québec, évidemment, Jean-Marie se gênera pas pour me poser des questions sur nos expériences touristiques. J'ai remis mon micro. Jason, tu m'entends? Oui. Ouais, ok, parfait. Mais alors, je vois sur la conversation en même temps. Donc, effectivement, Nathalie qui est en ligne aussi. Alors, Nathalie, pour information, pour tous ceux qui sont présents, Nathalie est la personne qui représente Nathalie Lapointe est la personne qui représente le Québec maritime et qui interviendra. Alors, j'ai plus le planning exactement en tête, mais qui doit intervenir sur, je crois, la 3e ou 4e conférence pour vous présenter le Québec maritime. Donc, Nathalie nous confirme, on en reparlera lors de la conférence, bien sûr, sur le Québec maritime, que l'observation des baleines se fait de la mi-mai à la fin septembre. Jason, est-il intéressant d'aller sur l'île de Grand-Manan en septembre? Est-ce que tu saurais répondre à cette question? Sur l'île de Grand-Manan. Sur l'île Manitoulin, peut-être? Que j'ai mentionné? C'est une question de Paul Guérin. Si peut-être vous pouvez préciser. Pendant ce temps-là, je vois aussi en fait, Bertrand qui mentionne que pour voir des belles images des peuples autochtones et s'intéresser à leur culture, vous pouvez aller voir le site de la Wapikoni Mobile. Absolument. La Wapikoni Mobile est un organisme formidable, en fait. C'est un organisme qui offre aux jeunes autochtones de découvrir les métiers du cinéma. Donc, ils se déplacent en camping-car tout l'été. Et ils se déplacent d'une communauté à l'autre avec des cinéastes professionnels et ils apprennent en fait aux jeunes autochtones à manipuler les caméras, à faire les montages vidéo, les prises de son, etc. Et parmi ceux qui se démarquent, eh bien, ils sont invités par la suite à la Wapikoni Mobile à Montréal pour monter des films et ils présentent en fait la Wapikoni Mobile plusieurs courts-métrages sur les Premières Nations du Canada. Ah, oui, l'île de Grand-Manan au Nouveau-Brunswick, dans la baie de Fundy. Oui, en fait, je dirais,
je ne suis pas nécessairement à l'aise là, à répondre. Je pense que tu as une présentation spécifique sur le Nouveau-Brunswick, Jean-Marie. Oui, oui, exactement. Il y aura une présentation, normalement, c'est celle de la semaine prochaine, spécifique par Laurence, qui doit être peut-être en ligne également. Donc, je vous invite ceux et celles qui sont intéressés par le Nouveau-Brunswick à participer à la conférence de la semaine prochaine. Vous aurez une présentation de la province et de toutes ces particularités des sites à visiter au Nouveau-Brunswick par Laurence la semaine prochaine. Avez-vous d'autres questions? Donc effectivement, je vois sur la conversation l'île de Grand-Manan dans la baie de Fundy, donc en face de Saint-Andrews. Alors au niveau, si vous n'avez pas d'autres questions, j'en profite pour faire un petit peu notre publicité, donc, enfin notre publicité, pas la nôtre, mais en tout cas celle des conférences. Donc vous avez tous reçu le planning. Donc on a organisé donc 6 conférences de ce type qui vont durer environ 1 heure. Là il est 7h moins le quart, donc on est à peu près dans le timing qu'on s'était fixé au départ. Donc on va avoir donc la présentation du Nouveau-Brunswick, je vous en ai parlé. Ensuite, je vais essayer de les reprendre dans l'ordre, mais je n'ai pas repris le planning avec moi. Nous avons donc le 17, c'est le Nouveau-Brunswick. Le 24, ce sera le Yukon avec une société avec laquelle on travaille qui s'appelle Ruby Ranch, qui organise un certain nombre de voyages aventures au Yukon, hiver comme été. Donc ça sera le 24. Exceptionnellement, le Québec maritime, dont je vous ai parlé de Nathalie Lapointe qui nous présentera le Québec maritime, ce ne sera pas le mercredi 1er juillet, tout simplement parce que le 1er juillet au Canada, c'est la fête nationale. Donc, c'est un jour, comme le 14 juillet chez nous, c'est un jour qui est férié. Donc, la conférence de Nathalie sur le Québec maritime avec la Gaspésie, les îles de la Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, enfin toute cette grande région que compose le Québec maritime, ce sera exceptionnellement le mardi soir et non pas le mercredi soir. Donc, ça sera le 30 juin. Le 8 juillet, là, on revient au mercredi. Le 8 juillet, ce sera l'Alberta, avec donc Julie Fafard qui s'occupe du développement économique, notamment du tourisme en Alberta. Donc, qui nous présentera cette province qui est la province voisine de la Colombie-Britannique sur la côte ouest, sur la partie ouest du Canada. Et on terminera cette série par donc une intervention de Marie Ravier de l'agence Tundra Voyage, qui est notre agence réceptive principale au Canada. Et ça sera plus une intervention sur les hébergements, les différents types d'hébergements qu'on peut trouver sur l'ensemble du Canada, sachant qu'entre la côte est et la côte ouest, on peut trouver des types d'hébergements assez différents. Donc Marie nous présentera un certain nombre d'hébergements différents et des produits qui peuvent être ensuite commercialisés directement par notre intermédiaire. Voilà. Avez-vous d'autres questions sur le site de l'ONF, il y a aussi de super documentaires sur les peuples autochtones. Voilà, je ne sais pas, Jason, si tu es toujours là, si tu peux confirmer. Oui, tout à fait. En fait, là, sur le site de l'ONF, si vous voulez découvrir sur des documentaires sur les peuples autochtones, il y en a plusieurs, notamment ceux d'Alanis Obomsawin. Alanis est une grande cinéaste, en fait, à Benakis, très connue au Québec et au Canada, qui est, je dirais, l'une des pionnières là, du cinéma autochtone. Un autre documentaire que j'ai absolument adoré sur le site de l'ONF, il s'appelle Angry Inuk. Je ne sais pas je pense pas qu'il a été traduit en français, mais il est certainement sous-titré. C'est l'histoire, en fait, des Inuits, donc qui font toujours la chasse aux phoques et la chasse aux baleines, et qui explique justement le fait que les réchauffements climatiques et les changements climatiques font en sorte que cette chasse-là n'est malheureusement plus possible, mais et souvent, on regarde d'un mauvais œil les gens qui chassent la baleine, mais pour eux, je veux dire, c'est culturel et c'est ancré dans leur tradition depuis 25 000 ans et ça reste encore une nourriture de première nécessité. Donc, c'est bien intéressant, en fait, de découvrir cette vidéo-là, Angry Inuk.
si parfois vous visitez le site de l'ONF. OK. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? A priori, non. Je vois sur la conversation. Voilà, il y a le site, l'adresse du site qui vient d'être, si vous allez sur la conversation écrite, il y a l'adresse du site qui a été indiquée. Donc, je vous confirme que comme je vous l'ai dit au départ, cette première conférence a été complètement enregistrée. Donc, je ne sais pas encore sur quelle plateforme, si ça sera sur notre site internet que je vous invite à visiter, qui s'appelle imagine-canada.fr. Vous allez retrouver l'ensemble de nos voyages, ou si ça sera sur notre page Facebook, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on communiquera sur le site sur lequel on mettra l'ensemble des vidéos. Je conclurai par deux petites choses. La première, bien entendu, c'est un immense remerciement à Jason. Jason est un partenaire avec qui on travaille depuis de nombreuses années. On a eu l'occasion de faire des salons ensemble. On se croise souvent dans des salons, dans des workshops ou ce genre de choses. Ça nous manque beaucoup. C'est ce qu'on se disait hier en parlant, c'est que on a un peu l'habitude de beaucoup voyager, et là, depuis 3 mois, ça commence un petit peu à nous titiller. Donc, on espère qu'on aura l'occasion de se revoir très, très vite. Je vous invite absolument que vous alliez sur la côte est, que vous alliez sur la côte ouest du Canada, à prévoir une expérience autochtone durant votre séjour. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement important. Les autochtones sont absolument des gens passionnés et passionnants qui adorent partager leur culture, leurs expériences. Et ce serait dommage de vivre un séjour au Canada, quelle que soit la province, sans faire un arrêt pour rencontrer les autochtones. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation. On a été 23 personnes pendant toute la durée de cette conférence, qui est, pour une première conférence, plutôt, j'allais dire, encourageant. Donc, merci à tous d'avoir participé. Je vous invite donc, pour ceux qui sont disponibles, à faire connaissance avec le Nouveau-Brunswick, donc mercredi prochain à la même heure, à 18h. Maintenant, vous avez tous l'application Zoom téléchargée sur vos ordinateurs, donc ce sera assez facile de vous connecter. Et n'hésitez pas, que ce soit Manon, Joël ou moi-même de l'agence, à nous contacter par mail, par téléphone, si vous avez des questions, des remarques. Enfin, on est évidemment à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup à tous. Très bonne soirée, et j'espère à mercredi prochain. Merci. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci, Jason. Bonne soirée Au plutôt. revoir. Ouais, bonne journée à Québec. Merci. Au revoir. Salut Au Jason. revoir.